Bonjour. L'ordonnance sur la responsabilité financière. On a un cadre financier en évolution. Des tentatives interrompues d'agences comptables intégrées, évolution du contrôle opéré au sein des institutions publiques de l'État, le passage au compte financier unique et à la comptabilité M57, des différentes réflexions sur l'évolution de la séparation entre ordonnateur et comptable, et puis la responsabilité des comptables publics qui a été fait il y a une grosse dizaine d'années, aboutit quand même à un système qui était considéré comme insatisfaisant, et en même temps on a des déclins de la gestion de fait, un décollage très lent de la responsabilité des ordonnateurs devant la CDBF. Bien. Tout ceci a contribué à ce que le syndicat des juridictions financières fasse des propositions audacieuses à l'époque dans son livre belge de 2018 et qu'en 2020, on ait eu des propositions de réforme parfois assez brûlantes de la part de Jean Basser, de la part de même la professeure Stéphanie Damaret qui sera avec nous tout à l'heure. Et sur la base de tout ceci, le nouveau premier président de la Cour des comptes, M. Pierre Moscovici, avait lancé un grand chantier. Et dans ce grand chantier, JF 2025, on retrouvait une procédure toute nouvelle de responsabilité unifiée des comptables et des ordonnateurs. C'était proche de ce que proposait le syndicat des juridictions financières. On aurait eu, je dis bien on aurait eu, les chambres régionales des comptes, ou territoriales des comptes, CRC ou CTC, donc on dit CRTC, comme juge de première instance, appel Cour des comptes et ensuite Conseil d'État. Ça, c'est ce qui était prévu. Et à la place de l'RPP des comptables ou de la responsabilité des ordonnateurs, on aurait une responsabilité unifiée sur la base d'une liste d'infractions. Et d'ailleurs, dès le 18 mai 2021, a été créée une chambre au sein de la Cour des comptes spécialisée dans les questions juridictionnelles avec un certain nombre de réformes. 7e chambre. Et puis arrivent les travaux préparatoires, puis la loi de finances initiale pour 2022. Et là, bing boum badaboum, on arrive à mettre en place cette réforme, ok, mais avec un double degré de juridiction, ok, une liste d'infractions financières comme prévu, très bien, mais limitation de tout ceci au cas d'un préjudice financier significatif pour qu'il y ait sanction. Bon, on retrouve des choses qui étaient déjà dans la réforme de l'RPP d'il y a un peu plus de 10 ans. Nécessité d'une faute grave, ok, maintien de la gestion de fait réformée à la marge. Ça, c'était un point qui n'était pas certain, mais des élus nationaux ou locaux largement exemptés de ce nouveau régime, ce qui a suscité beaucoup de débats. Et surtout, ce n'étaient pas les chambres régionales ou territoriales des comptes qui allaient être les premiers degrés de juridiction, mais cette 7e chambre de la Cour des comptes. Donc, des infractions plus restreintes, des cas de mise en œuvre plus restreint, un champ d'application sur les comptables qui reste le même mais qui sur les ordonnateurs est un peu plus restreint, combiné avec les problèmes de RH entre Chambre régionale et des comptes et des cours des comptes, à une déjuridictionnalisation des chambres régionales ou territoriales des comptes et à un risque d'étranglement et de petit nombre d'affaires, ce qui évidemment a suscité beaucoup d'émoi. Ce qui est prévu en matière d'amende pouvait sembler faible, mais comme il y a de peines complémentaires d'interdiction d'être comptable ou d'avoir la qualité d'ordonnateur, ça n'était quand même pas à négliger. Et puis, c'est vrai que derrière cette idée d'une grosse réforme de la responsabilité financière, il y avait aussi l'idée de se dire que certaines choses pourraient passer du pénal au financier. Certaines infractions, certains cas de favoritisme pour lesquels en réalité il n'y a pas d'intention délictuelle, par exemple. Et puis quelques débats sur la procédure, sur le non bis in idem, etc. Et c'est là qu'est venue cette semaine l'ordonnance 2022-408 du 23 mars 2022. Qu'avons-nous dans ce texte? On a la liste des infractions financières. Il y a un cas d'infraction financière qui est la faute de gestion, mais qui est limité vraiment à des cas graves et hors État et hors collectivité locale et leur budget annexe. Bon, on retrouve pour le reste une série d'autres infractions qui peuvent entraîner cette responsabilité, pesant donc, je le rappelle, aussi bien sur le comptable que sur l'ordonnateur. Enfin, ça ne sera pas systématiquement les deux, ce sera parfois l'un, parfois l'autre, parfois les deux. Pour des cas qui sont par contre bien connus, parce qu'on avait déjà ça dans les infractions de la Cour de discipline budgétaire et financière, CDBF, c'est l'octroi d'avantages injustifiés, le non-respect des règles applicables en matière de contrôle budgétaire pour l'engagement des dépenses, l'inexécution de décisions de justice, l'engagement de dépenses sans être ordonnateur, et la gestion de fait, qui est en soi, du coup, une infraction relevant de cette 7e chambre de la Cour des comptes, et puis après de la Cour d'appel financière, puis à hauteur de cassation du Conseil d'État. Et une infraction nouvelle visant à sanctionner les agissements ayant eu pour effet de faire échec à une procédure de mandatement d'office. Bien.
Le régime de sanctions dans ce texte définitif est assez gradué, avec des amendes plafonnées jusqu'à 6 mois de rémunération et des peines accessoires dont il ne faut pas sous-estimer l'importance, comme je le disais. Une exclusion dans les ordonnateurs, sauf pour la gestion de faits, ou sauf pour des fonctions qui ne sont pas l'accessoire obligé du mandat, des élus nationaux que sont les ministres ou des élus locaux, avec quelques débats d'ailleurs sur certains cas, je vous ai tout mis ici. Le nouveau régime fait aussi qu'il pourra y avoir demain un intérêt très vif à certains numéro 2 ou numéro 3 d'équipe à se couvrir. Le risque que tout le monde ouvre le parapluie en dessous le niveau des ordonnateurs, notamment des ordonnateurs élus qui eux ne sont pas responsables, en cas d'ordonnateur secondaire, est un vrai risque. Et on a donc 3 niveaux juridictionnels, mais tous centralisés à Paris, non sans effet secondaire, notamment une déjuridictionnalisation des fonctions assignées aux chambres régionales et territoriales des comptes, très clairement. Ceci dit, ce robinet peut sembler assez peu ouvert, mais en revanche, au niveau de la saisine initiale, la saisine est très large. Les directeurs des finances publiques, les chefs des services d'inspection générale de l'État, les commissaires aux comptes des organismes soumis au contrôle de la juridiction financière, les préfectures, les autorités susceptibles de saisir cette structure sont nombreuses. Avec des règles de prescription qui ne changent pas. Globalement, chaque année révolue disant que la gestion de fait avec quelques subtilités. Et un maintien de la séparation ordonnateur et comptable, quelques éléments sur la réquisition et la gestion de fait, mais on reste sur une des frontières sur ce point qui eussent mérité d'être un peu plus redéfinies, me semble-t-il. Sur tout ceci, quelques questions à 2 grands spécialistes du sujet. Monsieur Gilles Joannet, qui était il y a peu encore procureur général près la Cour des comptes, et Madame Stéphanie Damaret, qui a remis le rapport éponyme il y a un peu plus d'1 an, et qui est professeur des universités agrégées de droit public. Bonjour à tous les deux. Bonjour, monsieur Maître Landau. Madame le professeur, commençons par vous. Est-ce qu'à votre avis, cette réforme va conduire les comptables publics à faire changer leurs pratiques au quotidien, maintenant qu'au lieu de la RPP, c'est des infractions financières peut-être un peu plus restreintes qui vont peser sur leurs épaules? Alors nécessairement, ça va changer la pratique des agents comptables qui ont déjà bien conscience que leur niveau de responsabilité ne sera plus du tout le même en comparaison de ce qu'il a été. Très clairement, les cas d'engagement de la responsabilité des comptables publics ne seront pas légion. Nous aurons peu d'arrêts rendus chaque année par la Cour des comptes les concernant. Qui plus est, alors que la réforme met en place un régime de responsabilité unifié, on comprend bien qu'on va aller rechercher directement les responsabilités de chacun, ce qui est une bonne chose, puisqu'en définitive, on avait bien conscience qu'avec l'ancien régime, les agents comptables pouvaient voir leurs responsabilités engagées dans des cas un petit peu limites quand même. Oui, il leur arrivait de payer les pots cassés au lieu et place des ordonnateurs. Tout à fait. Donc on peut considérer que de ce point de vue-là, la RPP est morte. Et qu'en définitive, on va bâtir quelque chose de totalement différent, avec un risque très amoindri pour l'agent comptable de voir sa responsabilité engagée, ce qui va d'ailleurs susciter très probablement des réflexions de leur part, notamment sur la nécessité de s'assurer. Monsieur le procureur général honoraire, même question pour vous, est-ce que cette réforme va changer la pratique quotidienne des comptables publics? De toute façon, je vais vous dire, le mot de la fin dans cette affaire, c'est dans le rapport Basser. Les comptables doivent être responsables des opérations de caisse. Et puis voilà. Et vous voyez bien que plus on réduit le nombre de postes comptables, plus il est loin de l'exécution des dépenses. Tout ça fait un tout. Tout ça est un système qui supprime très fortement, même si l'apparence c'est une réforme, c'est en fait une destruction d'un régime de contre-pouvoir. Mais cette responsabilité est liée à la séparation ordonnateur et comptable. Celle-ci est maintenue, mais n'est-ce pas encore floue, voire même peut-être fragilisée? Il n'y a rien de possible dans la séparation ordonnateur-comptable si on ne redéfinit pas le rôle du comptable. Et moi, j'avais proposé que sa fonction remonte jusqu'à la comptabilité d'engagement. Un comptable, c'est fait pour quoi? C'est fait pour dire non ou c'est fait pour dire halte là? Il n'a absolument plus ces pouvoirs-là aujourd'hui. D'ailleurs, il est logique qu'on lui supprime son régime assurantiel. Il devient inutile. Le point clé manque. Le point clé, c'est la redéfinition du rôle du comptable. Oui. Côté ordonnateur, si les élus ou ministres sont exclus de ce régime, sauf gestion de faits ou fonctions qui ne sont pas l'accessoire obligé du mandat, n'a-t-on pas un risque que certains de leurs collaborateurs, notamment ceux qui sont ordonnateurs secondaires,
ouvrent encore plus le parapluie pour ne pas payer à la place de leur patron. Tout à fait. Le logiciel, il a été modifié profondément ici, là également. Alors, si on résume, on a effectivement la responsabilité des gestionnaires publics largement entendue, des ordonnateurs. On comprend qu'on reprend le schéma de la Cour de discipline budgétaire et financière, c'est-à-dire que ce n'est que, en de rares exceptions, qu'un élu local pour avoir sa responsabilité engagée. On reprend les mêmes, quasiment, on complète les trous puisque l'avantage injustifié à soi-même apparaît dans le schéma. On a compris que les ministres étaient exclus. La seule part peut-être sur laquelle on reviendra dans quelques instants, c'est la possibilité d'une gestion de fait, où là, effectivement, sur la gestion de fait, tous les gestionnaires publics, sans exception, pourraient voir leur responsabilité engagée. Si on fait l'impasse sur ça, il est évident qu'à partir du moment où on a ce parapluie qui peut s'ouvrir au niveau de l'essentiel des élus locaux, hormis les exceptions qu'on vient d'évoquer ici, la chaîne de responsabilité va forcément se déplacer. Et le risque est évident pour moi de voir finalement rechercher là pour le coup des responsabilités. Finalement, si je veux résumer, la problématique qu'on avait pour les agents comptables qui finalement endossaient à la place d'eux va se retrouver nécessairement alors que les élus locaux au premier chef pourraient échapper à cette responsabilité. Vu la liste de ces infractions, les conditions de mise en œuvre, la centralisation sur Paris, 2-3 éléments de ressources humaines, est-ce que vous pensez qu'on va vers des gros flots de contentieux à venir ou vers un volume limité d'affaires ? L'activité juridictionnelle financière ne sera plus du tout ce qu'elle a été jusqu'à présent. Je n'imagine pas la 7e chambre de la Cour pouvoir gérer un contentieux à l'identique de ce que gère actuellement la totalité des chambres régionales des comptes et de la Cour des comptes. Le texte est écrit en ce sens, de toute façon. On comprend bien l'entonnoir dans lequel on s'achemine. On l'avait déjà regretté lorsqu'il y avait eu ces commentaires sur le projet d'ordonnance. Le simple fait que la première infraction suppose une faute grave combinée au préjudice financier significatif, laisse bien comprendre que de toute façon, les cas d'engagement de la responsabilité ne sont pas énormes. Donc nous, on aura nettement moins d'activité juridictionnelle, et j'ai envie de dire d'un certain point de vue encore heureux, parce que de toute façon, la 7e chambre ne pourrait pas assumer cette totalité. Le fait d'avoir supprimé les compétences juridictionnelles des chambres régionales et des chambres territoriales des comptes, pour moi, c'est une imperfection grave du texte. On avait créé les chambres régionales des comptes en 1982 pour les rapprocher des territoires. Et là, on fait un bond en arrière énorme. Et on a l'impression que ça ne choque pas grand monde, finalement. En tout cas, au niveau du passage du texte, ce que moi, j'ai considéré comme étant effectivement un rebours, une rétrogradation des compétences des chambres régionales des comptes, ça n'a pas finalement posé énormément de discussions en tout cas. Et qu'en pensez-vous, monsieur le procureur général ? Sur la Cour d'appel, bien entendu, son activité va être liée à celle de la chambre juridictionnelle de la Cour. Elle va donc être réduite. Mais je vous recommande très vivement, je recommande à tous de relire le discours de Bruno Lasserre, vice-président du Conseil d'État, lors du colloque qui a eu lieu en septembre 19 entre la Cour et le Conseil, que le Conseil d'État n'avait aucune envie, et il le dit parfaitement clairement, que la CDBF, on peut l'appeler Cour d'appel aujourd'hui, ait plus de pouvoir ou plus de champ de compétences. Et de ce point de vue-là, la Cour d'appel, telle qu'elle est dessinée dans la réforme, répond aux vœux du Conseil d'État. Donc c'est une petite chose, mais une petite chose assez drôlatique, avec ces deux personnalités qualifiées dont on demande ce qu'elles font là. Je dois vous dire que je n'ai trouvé personne qui pouvait m'expliquer pourquoi il y a deux personnalités qualifiées. On voit bien qu'il n'y a que deux interprétations possibles. La première, c'est un prélude, c'est-à-dire qu'on fera la même chose dans les cours d'appel judiciaires. Ça serait une très, 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 très grande nouveauté. Soit ça n'est pas un prélude, mais dans ce cas-là, c'est propre à la Cour d'appel droit financier, et c'est une suspicion. N'est-ce pas, si quelque chose doit évoluer, n'est-ce pas via la gestion de fait que ça pourrait le faire, puisque la gestion de fait reste une notion plus souple et potentiellement plus évolutive ? J'estime que la gestion de fait, ça pourrait être la planche de salut.
de ce dispositif. On a bien constaté que la gestion de fait était en déclin en termes d'activité juridictionnelle sur ces dernières années. Il y a plusieurs raisons qui le motivent, y compris en interne au niveau de la Cour des comptes, une absence de volonté de poursuivre des faits de gestion de fait. Sauf qu'en l'état, vu la rédaction du texte, c'est une option qui est sur la table. C'est-à-dire que si la Cour des comptes ne veut pas se retrouver cantonnée dans ce cadre juridique figé, qu'impose cette liste des infractions, etc., qu'impose cette liste des justiciables et des non justiciables, je pense que l'une des options sur la table, c'est la gestion de fait. J'espère de tout cœur finalement que la gestion de fait va reprendre en intensité, que le juge des comptes va lui donner ses nouvelles lettres de noblesse, peut-être lui donner un cadre juridique plus élargi qu'il n'avait l'habitude de le lui accorder. Je pense notamment aux affaires de gestion de fait qui avait été initié par le parquet, c'était Gilles Joannet à l'époque, en 2017, quelque temps avant les élections présidentielles, et qui avait concerné 5 ministres d'envergure, ce qui avait très probablement conduit la Cour des comptes à éviter le sujet, en définitive. Je pense que si la Cour des comptes veut véritablement s'approprier ce dispositif, elle a, avec la gestion de fait, une véritable opportunité. Maintenant, il reste 2 choses, 2 variables. La première, il faut que la Cour des comptes, elle en ait l'envie. Et ça, pour bien connaître la Cour des comptes et les vents contraires qui peuvent parfois la traverser, ce n'est pas quelque chose d'évident. Et puis, deuxième chose, il faut que le Conseil d'État, juge de cassation, y suive. Parce que si le Conseil d'État ne retient pas, en tout cas ne soutient pas l'orientation que pourrait donner la Cour des comptes à cette notion de gestion de fait sur un périmètre peut-être étendu, il est évident que dans 4 ou 5 ans, on va laisser le temps de vivre au texte, mais j'ai envie de dire, une fois qu'on aura mis les options sur la table, qu'on aura bien torturé le texte pour obtenir ce que l'on peut obtenir de ce texte, on verra ce qu'il en sera advenu dans 4-5 ans. Et on verra si finalement on a eu tort peut-être de trop s'en inquiéter, ou alors qu'en définitive on a pu effectivement extrapoler et y ajouter une valeur ajoutée significative. Mais là, double rôle à jouer. La Cour des comptes et le Conseil d'État ont chacun leur partie à jouer. Et faut-il être inquiet de la perte des fonctions juridictionnelles des CRTC ? Oui, il est évident que la perte de cette juridiction, c'est un retour à l'avant 82. C'est l'abolition d'une réforme considérable. Et c'est la quasi-garantie, mais c'est sans doute le but, que les articles 40 suite au contrôle juridictionnel des comptes, les articles 40 mettant en cause, quand c'est nécessaire, les ordonnateurs élus vont s'effondrer. Vous savez, c'était une des questions qu'on se posait depuis 20 ans. Faut-il que les ordonnateurs élus encourent une responsabilité, sachant, évidemment, et tout le monde le sait, que l'encours de la responsabilité sous le régime pénal est extrêmement rare. Bon, reste que ces chambres régionales ou territoriales des comptes pourront, au fil de leur contrôle de gestion, faire des articles 40, mais au pénal cette fois-ci. Bien entendu, mais toute la réforme et toute la logique d'activité des chambres régionales sera de faire beaucoup moins de contrôle des comptes. C'est sûr. Ils vont faire, je ne sais pas moi, de l'évaluation. Bien, merci à tous les deux. Merci à vous, Maître Lourdeau. Au revoir. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 5 minutes juridiques parlant de associés pour VK. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.